Bonjour, bonsoir à tous et à tous, ici du coup Monsieur Marié pour votre contenu pédagogique en seconde. On est bientôt à l'approche des vacances. Il nous reste encore une semaine en gros à faire ensemble. On va essayer du coup de pas trop s'étendre sur vos vacances en concernant l'astronomie. Je sais que c'est un contenu qui est un petit peu optionnel, qui est fait que pour les personnes qui sont intéressées, mais bon, on va essayer non plus de pas empiéter. Donc du coup, si on tourne à 2 séances normalement par semaine, on devrait avoir fini du coup pour la mi-juillet grand maximum. Donc j'espère que ça continue à vous plaire et à vous intéresser, sinon il suffit de pas regarder la vidéo, et puis voilà. Ok, donc on a fait du coup les trois premiers, il nous reste la quatrième, la dernière des telluriques à faire, qui s'appelle Mars, qui est du coup la planète sur laquelle on a coulé le plus d'encre et d'images vidéo, du coup par le biais du cinéma et par le biais d'une erreur assez monumentale d'un très très grand astronome italien, que je vous dévoilerai après. Dans tous les cas, en fait, Mars, c'est la théorie, enfin, c'est la planète où, en fait, on a eu l'impression qu'il y a eu de la vie, où on a eu le plus, comment dire, d'écrits et d'œuvres cinématographiques qui ont fait dessus. Quand on parle d'extraterrestres, des fois, on dit les Martiens. Donc, du coup, pas mal de choses qui en sont en rapport avec Mars. Et je vous expliquais, du coup, d'où sont venus ces délires, après présentation, bien sûr, de l'astre comme d'habitude. Donc du coup une approche scientifique, puis un peu plus large pour différencier un petit peu des autres planètes. Allez, on y va. Donc du coup Mars, si vous savez pas à quoi ça ressemble à ça, on l'appelle la planète rouge. C'est une planète qui a pas mal de relief en fait, un petit peu comme la Terre, quoique des fois un peu plus aussi. On va voir un petit peu ses spécificités. Dans tous les cas, Mars, comme le 1.4 en haut l'indique, c'est du coup la quatrième planète du système solaire. C'est vraiment la dernière des telluriques, juste avant la ceinture d'astéroïdes qui la sépare de Jupiter. Et on verra à la fin qu'en fait il y a une règle pour deviner la position des planètes. Il y a une règle empirique qui est très très simple. Et c'est comme ça qu'on découvre en fait, c'est comme ça qu'on a découvert Neptune d'ailleurs. C'est comme ça qu'on peut trouver plein de choses. Mais bon, il y a plein de règles qui permettent de faire plein de choses et c'est ça qui est bien, mais on va pas aller dans le détail parce que c'est compliqué et de toute façon c'est une règle empirique, donc du coup elle ne se démontre pas. Alors du coup, Mars, elle est appelée la planète rouge à cause de la poudre enfin de la poudre et de la roche qui sont présentes en fait à sa surface en grande majorité, qui sont de l'oxyde de fer. Donc le fer, vous savez ce que c'est un métal qui est souvent utilisé, qui est là de manière prépondérante sur Terre, c'est le métal le plus stable du monde, radioactivement parlant. C'est le métal qui est ni rentable dans les deux réactions nucléaires possibles. C'est le métal qui n'est pas possible d'utiliser comme réactif. C'est le seul. Et donc du coup, il est en quantité dans son sol, mais aussi dans son atmosphère. Et en fait, le fer, quand ça s'oxyde, vous dites que le fer rouille, mais le verbe rouiller, en fait, ça vient de la couleur, en fait, qui est la couleur rouille, qui est due à son oxydation, du coup. Donc tous les métaux, entre guillemets, rouillent pour vous, mais en fait, tous les métaux s'oxydent, c'est ça le vrai terme. Et le terme rouiller, c'est vraiment que pour l'oxyde de fer. C'est que pour cet oxyde de fer, du coup, oxyde de fer 2, et qui donne, du coup, ils ont fer 2+, qui sont rouges. Voilà, c'est comme ça, du coup, que ça marche. Du coup, la planète Mars est rouge, du coup, sur sa surface. D'ailleurs, quand vous regardez le ciel et que vous voyez une espèce d'étoile qui ne scintille pas et qui est rouge, c'est sûrement Mars que vous contemplez. Et cette planète, en fait, elle n'est pas entièrement rouge. Vous allez voir qu'en fait, elle est blanche au niveau des pôles. Et c'est bien que j'ai mon Célestiade ouvert à côté, parce qu'on va peut-être pouvoir aller observer sur la planète. Mais si je regarde un petit peu au niveau des pôles, vous voyez en fait que vous avez une tache blanche qui est au niveau du pôle nord. Mais je suis sûr que si on observe au pôle sud, on devrait trouver la même tache. Ah, j'ai un petit peu merdé. Voilà, donc elle est plus petite, mais il y a toujours une tache qui est ici, voilà, avec des petites fluctuations d'ailleurs. Bon, ça s'explique aussi, c'est très simple, on va venir dessus, vous inquiétez pas. Tout ça du coup serait expliqué. Et voilà, donc on revient sur cette planète qui est très très jolie d'ailleurs. Je sais pas si vous avez déjà regardé Mars un petit peu, mais elle est très très jolie. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir vu une fois dans sa vie, je pense. Alors du coup, elle est visible à l'œil nu depuis la Terre, ça je vous l'ai dit, donc du coup c'est une étoile qui est non scintillante dans le ciel. D'ailleurs, si vous allez vers Saint-Vallier, tous les ans ils font ce qu'on appelle une nuit des étoiles, où il y a un naturologue, ouais, qui vient et qui vous fait une petite séance d'astronomie avec un télescope portatif.
Et vous pourrez du coup, selon la période de l'année, enfin non c'est l'été, mais selon en fait la période de l'année sidérale des différents autres astres, bah, vous faire observer certains astres. Donc moi j'avais eu la chance de voir Saturne à l'époque, qui est très sympa à voir. Mais on n'a pas eu le temps pour Mars, mais normalement j'aurais dû le voir. Mais bref, en tout cas c'est quelque chose qui est pas très cher et je vous encourage vraiment à aller voir. C'est très très intéressant, il vous explique plein de choses. Donc du coup foncez si vous êtes dans le coin. Alors du coup Mars, elle a été appelée Arès par les Grecs. Donc Arès, c'est le dieu de la guerre tout simplement. C'est vraiment le mal par excellence, à l'opposé de Vénus qui est bah, la femme par excellence. Mars pour les Romains, qui est l'équivalent grec du coup d'Arès. Pardon, Mars qui est l'équivalent romain du grec Arès. Il s'agit du dieu de la guerre ainsi que d'un stratège hors pair. Elle sera nommée Uxing par les Chinois qui symbolise l'élément feu. Je n'explique pas pourquoi, le rouge, le feu, je faisais vite fait le rapprochement. Et Nergal par les Babyloniens et qui représente le dieu des enfers. Selon la légende, on disait avant, dans les anciennes mythologies, que les hommes provenaient de Mars, de l'astre Mars, et les femmes de Vénus. Mais du coup, on avait quand même du mal des fois à se dire, est-ce qu'on parle des astres, donc du coup on serait tous des extraterrestres, ou est-ce qu'on dit on vient tous de Mars, de la personne, et Vénus du coup là pour les femmes, de la personne, la déesse, et ensuite on se serait croisés. On sait pas. Dans les deux cas, c'est pas des... Voilà. Dans tous les cas, dans les mythologies, ce qui est sûr, c'est que les deux divinités, en tout cas Mars et Vénus, ou Arès et Aphrodite, bon, bah, ils ont eu une relation à un moment, quoi. Voilà. Et ça aurait potentiellement entraîné l'humanité. Ça, on le sait pas. Mais voilà. Donc pour l'histoire mythologique, c'est ça. L'histoire mythologique sur les planètes telluriques, j'en ai pas beaucoup, malheureusement. Par contre, vous allez voir que sur les géantes gazeuses, on va beaucoup plus introduire de mythologie. Ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur les astres comme Jupiter, Saturne, Uranus. Donc du coup, on va pas mal parler de mythologie. Pluton aussi d'ailleurs. On va pas mal parler de mythologie et du coup, bah, il faut voir si ça vous intéresse. Alors du coup, en fonction des lourdes analogies qui ciblaient Mars et Vénus, bah, Vénus, on peut pas trop voir sa surface à cause de l'atmosphère. Par contre, Mars, qui est dépourvu d'une grosse atmosphère, il y a de l'atmosphère, mais peu. Du coup, ce qu'il y a de bien sur Mars, c'est qu'on peut observer du coup la topographie des lieux. Vraiment, le relief de Mars, il est connu. Et du coup, tous les reliefs de Mars portent des noms. Comme vous avez l'océan Atlantique, le Mont Blanc, le Grand Canyon. Et bien sur Mars, tous ces reliefs-là, on leur a donné un nom. Et du coup, la tradition oblige dans la communauté scientifique qu'on nomme des planètes par le nom d'un dieu et qu'on nomme du coup tous les reliefs, les monts, les mers, les vallées, les canyons, etc. sur un thème particulier. Bon, vous allez voir que là, sur Mars, on a fait les choses bien, on a fait sur la mythologie grecque. Sur les géantes gazeuses, on peut pas observer la surface. D'ailleurs, pendant très longtemps, on se demandait s'il y a une surface solide sur les géantes gazeuses. Par contre, Pluton, vous allez voir qu'on s'est beaucoup plus amusé et qu'on est allé chercher des reliefs venant des sagas un petit peu épiques et, comment dire, un petit peu cinématographiques, donc du coup, style Seigneur des Anneaux, Doctor Who, enfin plein de séries et d'œuvres de fiction, du coup, qui traitent de l'épique fantastique. Alors du coup, sur Mars, on a ce qu'on appelle l'Olympus Mons, donc du coup, le mont Olympe, hein, qui est du coup le plus haut sommet du dôme de Tharsis, et d'ailleurs l'unique. C'est le volcan, parce que Mars est encore en activité un petit peu, enfin, était, il n'y a pas si longtemps en activité, et le volcan en fait est toujours là, il n'y a plus de crachets de lave, mais le relief volcan est encore là, et il s'agit du coup du mont, de la hauteur, du coup rocheuse, la plus haute du système solaire. On est sur du 25 km de haut, pardon, et du 550 km de large. Je sais pas si vous représentez 550 km, c'est énorme. C'est quasiment la moitié de la France, je dirais, à peu près. Et du coup, 25 km de haut, c'est quand même 3 fois l'Everest, quoi. C'est-à-dire, si vous avez déjà grimpé l'Everest, ben, du coup, vous êtes qu'à un tiers de l'Olympus Mons.
Ça veut dire que en haut de l'Olympus Mons, je pense que s'il y avait une atmosphère respirable sur Mars, en haut du Olympus Mons, il y a plus d'air du tout, je pense. Hein. Je pense qu'il n'y a aucun homme qui pourrait arriver en haut, du coup, sur un mont comme ça, si ça existait en France, sur Terre, pardon. Un mont comme ça, on pourrait pas arriver en haut sans assistance respiratoire, bouteille d'oxygène. Voilà, ça c'est un truc qu'on pourrait pas faire. Voilà, donc si vous voulez voir l'Olympus Mons, ceci est... Je sais pas, c'est quand même assez bien fait. Je me souviens plus si c'est une vue d'artiste ou si c'est une vraie photo. Je pense que c'est une vue d'artiste avec le soleil derrière comme ça. Mais en tous les cas, pour avoir consulté des photos, c'est assez bluffant. C'est vraiment la même chose. Donc du coup, je sais pas si on voit ma souris, normalement oui. Hein. La souris, donc du coup, tout le contour qui est ici que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le dôme de Tharsis. Du coup, ça c'est le dôme de Tharsis. C'est vraiment la surélévation là. Et du coup, toute cette surélévation, ça consiste du coup en un seul sommet. Au lieu d'avoir une chaîne de montagnes, on en a une seule. Et c'est ce qu'on appelle du coup le mot Olympe, l'Olympus Mons, du coup, dans la langue officielle. Et c'est vraiment comme ça, c'est vraiment les vraies dimensions. Mais ça, je l'ai déjà mis, ça. Alors du coup, il y a peu d'atmosphère sur Mars, comme je le disais, ça a été pas mal soufflé par les vents solaires. Et là, vous allez me dire, attendez, monsieur Marié, question. Sur Vénus, qui est quand même plus près, et sur Terre, qui est quand même plus près que Mars, ça n'a pas été soufflé. Mais par contre, Mars, c'est un peu comme Mercure, ça a été soufflé par les vents solaires, je ne comprends pas. Alors en fait, il va falloir me laisser un petit peu avancer, mais dans le point suivant, je réponds à cette question. Donc pour l'instant, on va admettre que l'atmosphère de Mars a été soufflée par les vents solaires, et je réponds juste après pourquoi. Donc du coup, il y a très peu de nuages sur Mars. Par contre, il y a beaucoup de CO2 et d'oxyde de fer dans l'atmosphère qui reste. Ça veut dire que si par exemple, il y a 99% de CO2 et d'oxyde de fer dans l'atmosphère de Mars, il faut savoir que cette atmosphère elle représente moins de 10% de ce qu'il aurait pu avoir à l'origine. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui se sont fait souffler. Et par contre, bon, bah, il y a de l'oxyde de fer et du CO2 qui restent. Mais ça aussi, je vais dire pourquoi il reste. Il faut patienter. Mars, c'est un astre qui tourne assez vite sur lui-même. Un sol, donc du coup, le sol, c'est un jour martien. Si vous avez déjà vu Seul sur Mars avec Matt Damon dans le rôle principal, vous voyez des fois les annotations disant Sol 1, Sol 2, Sol 258, etc. C'est le nombre de jours qu'il passe là-bas. Et en fait, le jour sidéral martien, on appelle ça un sol. Et le sol, en fait, il équivaut quasiment à une journée terrestre. Au lieu de faire 23h57, il fait 24h35 minutes. Donc du coup, un jour sur Mars, c'est quasiment la même chose qu'un jour sur Terre. C'est juste qu'on dormirait un petit peu plus longtemps si on vivait pareil là-bas que chez nous. Du coup, cette vitesse de rotation, bah en fait, pourrait nous laisser croire, je vous ai dit un petit peu auparavant sur la Terre, revenez sur cette vidéo, hein, que la vitesse de rotation importante peut engendrer du coup un champ magnétique. Et souvenez-vous, ce champ magnétique, en fait, c'est ce qui peut protéger du coup l'atmosphère d'une planète, d'un astre, par rapport aux vents solaires qui viennent souffler. Vénus, elle a un petit champ magnétique, elle a de l'activité géologique, elle a une vitesse de rotation pas terrible, elle a un petit champ magnétique quand même. Et bien Mars, elle a plus d'activité géologique. Là, le noyau liquide à l'intérieur c'est totalement solidifié. Ça, c'est un phénomène par contre qui est assez aléatoire, on ne comprend pas très bien, on ne sait pas quand est-ce qu'un noyau va se solidifier. Dans tous les cas, tant que le noyau n'est pas solidifié, tant que le noyau est liquide et qu'on a une forte vitesse de rotation, on a vraiment les deux éléments principaux pour un champ magnétique, sachant que avoir le noyau liquide est quand même l'effet prépondérant pour avoir le noyau, enfin le champ magnétique. Donc du coup, bah là, il n'y a pas d'activité géologique, la tectonique des plaques s'est arrêtée, et vous avez du coup le noyau qui est entièrement solidifié, donc du coup, il n'y a aucun moyen de faire perdurer l'effet dynamo, et donc du coup, on n'a plus de champ magnétique. Qui dit plus de champ magnétique, dit du coup, plus de protection efficace contre les vents solaires, et c'est comme ça que Mars, du coup, même en fonction de sa distance par rapport au Soleil, s'est fait souffler son atmosphère, parce que l'effet numéro 1 pour conserver son atmosphère, c'est un champ magnétique, donc du coup, c'est un bouclier protecteur, un champ magnétique, hein. Et vu que Mars ne l'a plus ce bouclier, bah même de très loin, et ben il finit du coup par se faire souffler. Ok, ça aurait été moins efficace, par exemple, si on chronomètre en fait l'effet des vents solaires sur l'atmosphère de Mars et de la Terre en même temps. Si on coupe les deux champs magnétiques au même moment, Mars aurait sûrement mis plus de temps à se faire souffler son atmosphère. Mais le truc c'est que
quand on a un bouclier magnétique, eh bien cette atmosphère du coup n'est pas du tout soufflée, alors que Mars, bah du coup, vu que c'est quand même une très vieille planète, on est la Terre c'est quand même 4,5 milliards, non, on est sur plusieurs milliards d'années pour la Terre, je me souviens plus du chiffre exact, j'ai peur de dire une bêtise, mais bref, la formation du coup du système solaire, en tout cas le Soleil, lui, a 4,5 milliards d'années à son actif, donc du coup on est quand même sur des systèmes qui sont très vieux, qui ont eu le temps de vivre, et donc du coup Mars qui est assez vieille quand même, bah, même si c'est un tout petit peu par un petit peu, bah, ça fait déjà bien longtemps que l'atmosphère sur Mars a été soufflée. Mars, du coup, c'est un astre qui est 2 fois moins grand que la Terre. On peut vraiment dire que c'est la moitié de la Terre en termes de rayon. Et elle est éloignée de 51 millions de kilomètres de nous. Donc du coup, ça correspond à une distance d'environ, grosso modo, 200 millions de kilomètres d'éloignement par rapport au Soleil. Alors c'est la planète où se situent tous nos rêves de colonisation. C'est celle qu'on connaît le mieux. C'est la plus proche de nous. Si je compte pas Vénus. On est à égale distance environ, hein. Mais du coup, c'est l'une des planètes les plus proches de nous. Elle était rouge dans le ciel. On a beaucoup étudié Mars. Donc forcément, en fait, c'est celle sur laquelle on a basé le plus d'études. Donc du coup, c'est celle qu'on connaît le mieux et celle sur laquelle on peut baser le plus d'espoir de colonisation. Cependant, il reste très complexe d'envoyer des missions, du coup, en vue de coloniser, en vue d'étudier, et même en vue de juste survoler. Il faut savoir du coup que la position la plus adéquate pour envoyer un astre vers, enfin une sonde vers cet astre, du coup qui est Mars, requiert du coup une dépense. Et donc du coup chaque facteur qu'on peut optimiser pour minimiser la dépense, vu que ça se chiffre en plusieurs milliards de dollars, on va l'optimiser. Donc déjà l'optimisation, bah, c'est envoyer moins de charge pondérale, mettre le moins de kilos possible pour vaincre l'attraction terrestre. C'est lancer par exemple depuis une base qui est proche de l'équateur que par rapport au pôle, parce que proche de l'équateur, bah, du coup la Terre elle tourne plus vite. Vous prenez un ballon de basket, faites tourner sur votre doigt, le pôle tourne beaucoup moins vite que celui qui est à l'équateur, hein, ça c'est normal. Donc du coup c'est celui qui va bénéficier de la plus grande vitesse possible que la Terre peut lui inculquer, donc du coup bah, c'est une vitesse en moins à lui apporter, donc moins de carburant, moins de poussée, etc. Tous ces paramètres, il faut les prendre en compte. Et il y a un autre paramètre qui est aussi à prendre en compte, c'est que Mars et la Terre sont sur des trajectoires qui sont quasiment circulaires, mais qui sont quand même excentriques, donc du coup elliptiques. Ça veut dire qu'il y a des positions en fait par rapport à cette orbite où on est plus proche du Soleil ou plus éloigné. Vu qu'on n'est pas sur la même orbite que Mars, ben on va pas franchir la ligne d'arrivée et de départ, si vous voulez, d'une année sidérale, au même moment. Ça veut dire que du coup, si par exemple je mesure, là on est le 2 juillet, je mesure un 2 juillet la position de Mars dans le ciel et je reviens l'année prochaine, bah Mars elle est pas au même endroit. Parce que Mars dans un an, elle a pas fait un tour elle. Elle lui faut plus de temps pour faire la révolution autour du Soleil. Donc forcément, il y a des fréquences d'apparition où Mars arrive le mieux. Et en vrai, cette position la plus favorable, elle est quand même assez bien réglée, mais tous les 2 ans, en fait, on va retrouver cette position favorable, et ce qui fait que on est assez limité pour envoyer des missions vers Mars. Ça veut dire que du coup, si j'en envoie une là, aujourd'hui, 2 juillet 2020, je vais pouvoir en renvoyer une que, optimalement, entre le 1er et le 3 du juillet de 2022. Donc du coup, forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, même avec tous ces paramètres optimisés, il faut savoir que ça reste très compliqué. Je veux dire, Mars, c'est quelque chose qui tourne. Les trajectoires, elles sont pas vraiment planes, elles sont un petit peu décalées, donc il faut prendre en compte le fait que Mars a une vitesse, que la Terre a une vitesse, qu'il y a la Lune entre les deux, des fois qui passe aussi, hein, faut prendre en compte cette Lune, mais bon, ça se rend assez facilement en compte. Il faut prévoir aussi que Mars tourne, nous on tourne, donc du coup on n'est pas sur les mêmes alignements, etc. Plein de choses à calculer. Mais du coup, il y a aussi un facteur, tous ces facteurs-là vont faire que une fois que vous avez envoyé votre sonde, il faut avoir tout calculé à l'avance. Tous les paramètres, il faut les avoir pris en compte, etc. Et bien la précision en fait d'un tel lancement, d'une telle mission, si on devait la comparer à quelque chose d'humain, hein, que vous pourriez comprendre, c'est la même précision que si vous deviez envoyer un ballon de basketball, du coup, depuis Los Angeles, en sachant que le panier est situé à New York. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais du coup, vous, quand je vous vois des fois tirer sur le terrain de basket, depuis le milieu du terrain
ça devient déjà du n'importe quoi, hein, à l'arrivée au panier. J'entends des bruits pas possibles, parce que vous fracassez la brique comme pas permis. Bah, imaginez que le recul que vous devriez prendre, ce serait à l'autre bout des États-Unis. Je vous rappelle que les États-Unis, ce sont plusieurs fuseaux horaires, hein, c'est quand même un grand pays. Donc du coup, il faudrait faire un lancer de basket de cette précision-là. On sait très bien le faire. On est vraiment très très rodé sur cette précision de mesure, cette précision du coup d'exécution. Mais voilà quelle contrainte de précision on doit faire face, et surtout quelle contrainte de précision on doit relever à chaque fois qu'on fait ce genre de mission. Alors pour quelques faits intéressants, il faut savoir que d'abord la gravité sur Mars, elle est d'environ un tiers de la nôtre. Donc du coup 0,379, ça voudrait dire que du coup quelqu'un qui observe, qui accuse une masse de 100 kg sur la Terre, si on passait à la gravité de Mars, il aurait l'impression en fait de n'accuser plus que 37,9 kg, environ 38 kg. Donc du coup, vous perdez 3 fois ce que vous affichez à la balance par rapport à la force que vous devez vaincre du coup pour sauter, etc. D'ailleurs, ce serait aussi 3 fois plus de temps pour retomber. Ok, voilà. Donc du coup, les taches blanches qu'on a sur Mars, on a parlé des taches blanches tout à l'heure. Les taches blanches qu'on a vues tout à l'heure, en fait, ce n'est pas de la glace d'eau. Au premier abord, c'est pas de la glace d'eau. On envoie des missions pour savoir si sous les taches blanches, il y aurait de l'eau encore emprisonnée ou quoi. Pour l'instant, on ne sait pas. Il y a eu des échos comme quoi on avait retrouvé l'équivalent d'un seau d'eau sur Mars. Un seau d'eau, s'il y a un petit peu de vapeur d'eau dans l'atmosphère de Mars qui reste, le seau d'eau il est facilement remplissable. Et ça ne signifie rien, du coup, en termes de volume. Un seau d'eau, par rapport à tout ce que vous pourrez remplir de l'atmosphère, c'est rien, quoi. Ok. Bon. Étant donné que ce qu'il y a au pôle, on le sait, on l'a caractérisé, c'est de la neige de CO2, donc c'est du CO2 solide. Si vous avez déjà vu les extincteurs, en fait, ça crache de la neige carbonique. Ben en fait, c'est du CO2 à l'état solide, à l'état d'espèce de neige. Voilà, c'est ça qu'on a du coup au pôle de Mars. Et en fait, si vous voulez, le CO2 en fait qui est dans l'atmosphère, en fait, quand l'atmosphère bouge, parce qu'il y a des courants, hein, tout ça, il y a un peu de vent, hein, c'est pas du vent d'air, mais c'est du vent, il y a des courants atmosphériques, dès qu'il y a du gaz, il y a des courants. Et en fait, vu que la planète est en rotation assez rapidement, et qu'il y a des courants, mais il arrive que des particules, du coup, de CO2, arrivent jusqu'au pôle de la planète. Voilà. Tant qu'il est dans la face éclairée, tout ça, ça passe bien. Mais dès que ça arrive au niveau des pôles, et ben le CO2 qui est solide, en fait, va totalement du coup se condenser et va passer à l'état solide directement. Et c'est pour ça qu'on avait des petites fluctuations en dessous de Mars. Je vais la remettre. Hein. Voilà, vous avez des petites fluctuations. C'est parce que en direct, en fait, vous avez de la neige un peu. Vous avez de la neige qui tombe. Voilà, c'est de la neige de CO2. Voilà, il neige, mais c'est pas de l'eau, c'est pas des flocons de neige, c'est de la neige carbonique. Donc, du coup, c'est des flocons de CO2 qui tombent. Du coup, les particules de CO2 solides blanches qui tombent du coup au niveau des pôles nord et sud parce que c'est là où il fait le plus froid, forcément. C'est là où les rayons du soleil ont le moins d'impact de manière énergétique. Le truc, c'est que au départ, on ne sait pas ce qu'il y avait. Avant que ça tombe au niveau de ces pôles, on ne sait pas ce qu'il y avait. Donc on ne sait pas, du coup, sous la tache blanche, si c'est que un dépôt de CO2 ou s'il y a des glaces d'autres éléments chimiques, dont de l'eau, potentiellement, qu'il y aurait en dessous d'emprisonner depuis très très longtemps. Alors pour ensuite l'atmosphère, pourquoi elle n'est pas soufflée? J'ai pas encore répondu à la question, mais souvenez-vous, j'avais soulevé un problème, c'est que en fait l'atmosphère du coup se fait souffler par les vents solaires. Vous avez de l'atmosphère aussi qui se condense à l'état solide du coup au niveau des pôles. Mais du coup, c'est comme quand vous faites tomber du sucre en fait dans un saladier. Quand vous faites tomber du sucre, au début ça s'éparpille un petit peu correctement, et après vous allez créer du coup une espèce de montagne, une petite colline, une espèce de dôme du coup que vous avez avec votre sucre en poudre. Le truc c'est que si vous continuez à rajouter du sucre en poudre, en fait, vous n'allez pas continuer de hausser, si vous voulez, votre relief. Le sucre va glisser sur le côté, et vous allez avoir une hauteur maximum. Si ça a dit en fait était infini, vous allez avoir une hauteur maximum et tout va couler sur le côté. Le fait que ça coule sur le côté, ça va s'éloigner du pôle. Donc du coup, ça va être resoumis à des températures qui sont plus hautes quand vous avez la face qui est éclairée par le soleil. Et du coup, vu que ces températures vont être un petit peu trop élevées,
et bien du coup la glace de CO2 que vous avez à cet endroit-là va se sublimer, donc c'est l'effet inverse, c'est quand vous passez du coup de solide à gazeux directement, et va du coup reconstituer l'atmosphère martienne. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que vous avez une atmosphère qui est durable, parce qu'il y a beaucoup de choses du coup qui s'évaporent, ok, et qui n'ont pas le temps de se faire souffler par les vents solaires de manière très efficace, et qui vont se condenser, donc à chaque fois qu'il y a un petit peu qui souffle, ben c'est cool, mais vous avez toujours des particules qui sont là. Vous avez pas mal du coup de canaux et de canyons qui sont présents à la surface de Mars. Du coup, ça a posé pas mal de questions. D'ailleurs, qu'on a vu qu'il y avait des vallées, qu'il y avait des canyons, des monts, etc. On s'est posé des questions parce que tout ce qui est canyon, etc. sur la Terre, ça a été formé du coup par des ruissellements d'eau. Ça a été fait par l'érosion de l'eau sur des roches. Du coup, quand on regarde en fait ces reliefs, on se dit ah, peut-être qu'il y a eu de l'eau avant sur Mars du coup. On sait pas où elle est. Peut-être qu'elle est en profondeur, elle est sous la roche, peut-être qu'elle est sous les calottes glaciaires de CO2 des monts, peut-être qu'elle a été soufflée par les vents solaires, qu'elle n'est plus là. Mais du coup, on peut dire qu'il y aurait eu de l'eau sur Mars. Et du coup, ça a renforcé la théorie qu'il y aurait peut-être de la glace d'eau encore sous les calottes glaciaires de CO2 dans les pôles. Et c'est pour ça que du coup, on va envoyer des missions là-bas encore pour continuer à creuser et à explorer avec des petits robots ce qui se passe du coup sous la glace de CO2 qu'il y a dans les pôles de Mars. Bon, du coup, on a des reliefs de tous les records sur Mars. On a l'Olympus Mons, du coup, je rappelle 3 fois l'Everest. Mais aussi, on a aussi la vallée Marineris, qui est en fait un grand canyon, si vous voulez. Sauf qu'elle ne serait pas contenue dans les États-Unis, comme le nôtre. Elle serait de la taille des États-Unis, carrément. Voilà. Donc, du coup, c'est la grosse balafre que vous avez sur Mars ici. Hein. C'est vraiment ce relief qui est là. Je ne sais pas si on peut le voir sur Celestia. Ah bah, je passe pile poil dessus, donc vous voyez, voilà, sur Mars. On va essayer d'arrêter le temps ici. Je sais plus, je crois que c'est J, le raccourci. Non, ça c'était pas ça. Non, bah je sais pas. Non. Voilà, avancer. Et on va du coup modifier le temps. Donc du coup là on a vraiment la vallée Marineris qui est là. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça c'est vraiment... Là, on voit Mars très dézoomé, donc du coup, on se rend pas compte, mais c'est vraiment très très grand, c'est énorme, hein, c'est énormissime. Ça, c'est vraiment l'équivalent des États-Unis, du coup. Hein. C'est vraiment à l'échelle. Donc, c'est vraiment pas mal comme logiciel, je vous conseille vraiment pour aller faire des observations sur des astres comme ça, sans vous déplacer forcément. Parce que pour se déplacer, je vous rappelle qu'Elon Musk, il fait payer très très cher. Voilà, hop. Ok, du coup, il y a aussi Mars qui fut la cible de l'imaginaire de Schiaparelli, du coup, qui est le directeur de l'Observatoire de Milan, et aussi de nombreux cinéastes. Je sais pas si la diapo d'après en fait état. Non, on n'avait pas état, du coup, je vais raconter. Schiaparelli, en fait, c'est un astronome italien qui était directeur de l'Observatoire de Milan, du coup, dans le 19e siècle. Donc à l'époque, quelqu'un qui était astronome et en plus directeur d'observatoire, donc du coup il dirigeait les recherches, il choisissait sur quoi on observait, etc. Donc c'est quelqu'un qui est assez puissant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, qui est très important et très reconnu. Schiaparelli du coup, c'est quelqu'un qui aimait pas mal observer les astres et en particulier Mars. Et en fait il s'est rendu compte que Mars en fait il y avait des canaux dessus des canaux en fait de type canal de Suez, canal de Panama, etc. Ok. Donc c'est vraiment des choses en fait qui permettent de relier deux étendues d'eau qui sont séparées par un bras de terre. Donc à la base, si vous regardez au niveau de l'Égypte ou si vous regardez au niveau de Panama, euh, les deux océans ne sont pas reliés et les deux mers, la mer Rouge et la mer Méditerranée, ne sont pas reliées non plus. Il y avait une bande de terre et en fait l'homme est venu creuser avec l'aménagement qu'il a fallu pour permettre au bateau de gagner un temps monstrueux en reliant deux cours d'eau, deux nappes d'eau qui n'étaient normalement pas reliées. Donc du coup, sud Panama, bah, vous évitez de passer par le Cap Horn qui est au sud du Chili, et pour relier par exemple la route des Indes et commercer voilà, sur la route de la soie, bah, relier la Méditerranée à la mer Rouge, bah, ça permet d'éviter de faire tout le tour de l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance qui est au sud de l'Afrique du Sud. Donc du coup, c'est quand même un gain de temps qui est monstrueux, les canaux de Suez et de Panama.
Du coup, c'est vraiment des choses assez monstrueuses en termes d'innovation et en termes de praticité. Et en gros, quand Schiaparelli a commencé à prendre sa lunette astronomique, ou son télescope, je sais plus, sur Mars, en fait, on a vu qu'il y avait des reliefs, il y a des mers, hein, qu'on a appelées des vallées, tout ça. Et en fait, il y avait des fois deux étendues qui étaient reliées du coup par des espèces de traits qu'on voyait sur Mars, des espèces de petits traits, des traits qui sont très droits et donc du coup qui sont pas forcément naturels, quoi. Et de là, en fait, qu'à Paris, il s'est dit, s'il y a des canaux sur Mars, c'est qu'il y a une espèce intelligente, du coup, qui est venue les creuser. Ils sont pas apparus tout seuls. Et c'est de là, du coup, que Schiaparelli a publié en fait son résultat très très rapidement. Et c'est de là, du coup, où a commencé à émerger l'idée des Martiens, donc des habitants qui sont sûrement plus là, mais du coup qui ont construit ces canaux sur Mars, qui sont du coup à l'origine des petits traits, en fait, des traits qu'on observe du coup sur l'image de Mars qu'on a à travers la lunette astronomique. Sauf que plus tard, en fait, Schiaparelli, euh, en montrant ça à des collègues, à des chercheurs, tout ça, ils se sont rendus compte qu'en fait, la lunette astronomique ou le télescope, hein, de toute façon, les deux sont en fait des objets optiques qui sont un petit peu comme des lunettes que vous avez de vue ou comme, comment dire, comme des jumelles, hein, c'est pareil, ou des loupes. Bah, c'est qu'en fait, ce sont des appareils optiques qui contiennent des lentilles. Donc, dans le cas des lunettes qu'on a nous, là, c'est une seule lentille, hein, lunette de vue ou la loupe aussi. Mais dès qu'on passe à des jumelles où il y a des grossissements, lunettes astronomiques et télescopes, vous avez un système de différentes lentilles, en général deux ou plus, hein. Vous allez pouvoir avoir plus. Mais en tous les cas, en fait, ces lentilles, on s'est rendu compte en les changeant qu'elles étaient rayées. Donc du coup, en fait, tous les traits qu'on observait un petit peu partout sur Mars, parce que du coup, il a cartographié Mars, il a mis des canaux partout, le gars, mais à la base, sa lunette était rayée, ses lentilles étaient rayées, et donc du coup, bah, tout ce qu'il voyait, c'était les rayures de ses lentilles, avec comme fond Mars. Donc du coup, bah, il n'y a jamais eu de canaux sur Mars. Voilà, tout simplement. Donc du coup, les Martiens, c'est une invention de l'homme, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Et du coup, bah, en fait, Mars n'a jamais accueilli la vie, tout simplement. Mars, c'est la première planète du système solaire à accueillir du coup deux astres naturels considérés comme des satellites. Donc du coup, les deux astres considérés comme des satellites sont Deimos et Phobos. Donc Deimos et Phobos qui sont respectivement associés aux dieux grecs de la folie et de la peur. Donc du coup, Deimos la folie, Phobos la peur. Et donc du coup, ça fait de Mars la planète tellurique qui possède le plus de satellites naturels. Donc du coup, bon, le score était pas très gros, hein, je veux dire, il y avait 0 et 0 à battre, ainsi que 1 pour la Terre. Bah, Mars, elle a fait 2, elle se classe première, voilà. Donc du coup, c'est associé par rapport au dieu grec de la folie et de la peur, effectivement, mais leur orbite, par contre, n'est pas stable. Si on regarde leur orbite, encore une fois, sur Celestia, je sais pas si on peut bien observer, on va regarder par rapport au pôle, parce que les planètes, enfin les lunes tombent toujours dans l'axe équatorial. Donc voilà, donc Phobos c'est la plus proche, et Deimos c'est la plus loin. Je sais pas jusqu'à combien je peux accélérer, on peut accélérer très très fort. Donc du coup on part très très loin, mais c'est pas assez. Voilà, je vais vraiment beaucoup plus vite. On va attendre un petit peu. Mais si vous aviez noté du coup la position de chacune, ben en fait, ouais non c'est pas très clair ici, c'est pas très clair. Non, c'est pas très clair. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Deimos et Phobos n'ont pas des orbites qui sont très stables. Et en effet, Phobos, en fait, elle va pas assez vite. Et à chaque fois qu'elle fait un tour, elle va venir en fait se rapprocher. Elle va venir se rapprocher de Mars. Et Deimos, elle, la plus éloignée, bah, en fait, elle a une vitesse qui est trop importante par rapport à la distance d'éloignement de Mars. Et elle, par contre, elle va finir comme la Lune par se décrocher de Mars. Donc du coup, il faut savoir que les lunes, c'est pas très stable en général, c'est un système qui est métastable, ça finit toujours par... Voilà. Bon après, la lune et Deimos Phobos, on sera tous morts et enterrés, et vos enfants avec, avant qu'il y ait un dérèglement de type catastrophique, hein. Mais bon, du coup, à terme, quand on prend un temps infiniment plus long, ben, il faut savoir que Mars va finir par n'avoir plus aucune lune,
parce que Phobos va finir par s'écraser dessus. D'ailleurs, Phobos va pas faire beaucoup de dégâts, vu qu'elle fait que 22 km de diamètre. Alors que Deimos, elle, bah, du coup, va s'en aller et va errer quelque part ailleurs. Selon le cas où, selon l'angle dans lequel elle va se décrocher, bah, Deimos sera peut-être capté par un autre astre, ou peut-être pas. Donc du coup, ça ferait un astéroïde qui partirait au loin. Donc du coup, ça déclasserait Phobos au rang d'astéroïde et non plus au rang de satellite. Voilà. Donc du coup, pour la petite animation, parce qu'à l'époque, j'avais pas Celestia quand j'ai fait l'atelier. Donc du coup, Phobos tourne très vite, parce qu'elle est proche, et Deimos, du coup, qui tourne moins vite, parce qu'elle est loin. Mais en fonction de l'éloignement, bah, Deimos tourne trop vite pour rester, du coup, dans l'orbite martienne, il va finir par s'en aller. Phobos, malgré tout, ne tourne pas assez vite et ne pourra pas, du coup, s'échapper de l'orbite martienne, et au contraire, du coup, ne pas perdurer et s'écraser. Voilà. Après, ça c'est une expérience qui est très simple à mettre en place, hein, si vous voulez calculer la vitesse de rotation. Vous prenez un crayon, vous attachez un élastique et mettez une boule autour. Bah en fait, quand vous tournez, au début ça va lentement, pour faire un tour. Et plus vous rapprochez, plus ça accélère. Bah en fait c'est normal, parce que plus à la même vitesse, bah si vous avez moins de tours, moins de diamètre à effectuer, bah forcément vous allez mettre moins de temps pour faire le même tour à la même vitesse. Voilà. J'espère que ça vous aura plu du coup pour Mars. Donc du coup j'ai bien répondu à toutes les questions, il n'y avait pas de martien, il n'y en aura jamais, il n'y en a jamais eu. Voilà, au moins on est clair. La prochaine fois du coup on verra Jupiter, qui est du coup la première géante gazeuse, qui est une planète qui est au centre de pas mal d'études, parce qu'il y a pas mal de choses à regarder dessus, dont la grande tache rouge que je vous ai fait grâce de photographier. Et vous avez même quelque chose d'assez spectaculaire là juste devant, qui est du coup la transition, le transit planétaire en fait, le transit satellitaire, transit orbital, je sais pas comment on appellerait ça pour un satellite, mais en tous les cas ça c'est une lune de Jupiter qui passe devant au moment de la photo. Il s'agit de Io, du coup la première des 4 lunes galiléennes, que je vous expliquerai bien sûr la prochaine fois. J'espère que ça vous aura plu, du coup, je vous souhaite une bonne continuation dans votre travail à la maison et dans vos vacances si vous êtes déjà parti. Et du coup, on se revoit à la rentrée, mais avant, la semaine prochaine, pour commencer les géantes gazeuses. Au revoir.